Merci à tous d'être venus donc dans la galerie Le French Design. Je suis Jean-Paul Batte, donc je dirige le French Design. Je voulais juste vous dire un petit mot avant ce talk très attendu sur cette présence ici aujourd'hui. C'est un grand moment puisque nous réunissons les efforts de deux maisons, donc l'AFEX et le French Design, pour la promotion de la création française à l'international, puisque nous avons chacun un prix dans son domaine, mais tous les deux dans cette même direction. L'AFEX qui couronne par son prix les architectes français qui réalisent des magnifiques projets à l'international. Et puis, de notre côté, le French Design 100 qui couronne 100 projets tous les 2 ans, aussi comme l'AFEX, de design et d'archi d'intérieur réalisés par des créateurs français à l'international. Donc tout ça effectivement pour montrer que la création française est extrêmement appréciée dans ces domaines à l'international. Elle est même plébiscitée et appelée par les pays partout dans le monde et que nous avons un magnifique rayonnement. Donc voilà, c'est ce soir on peut fêter ce rayonnement et fêter aussi cette réunion, ces points de convergence en fait entre l'intérieur et l'extérieur, le contenant et le contenu, donc l'architecture d'intérieur et le mobilier, qui évidemment sont faits pour aller ensemble, pour faire notre art de vivre à la française. Et ça va donc être le sujet de ce débat ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons pour cette table ronde autour de la question du meuble espace en compagnie de 3 architectes de l'agence Gaëtan Le Pennuel et Associés. Donc, Gaëtan Le Pennuel, Warren Le Pollard et Corinna Lazza. Et donc, vous avez reçu le prix spécial du jury 2025 pour l'architecture d'intérieur et le design de l'AFEX, en partenariat avec le French Design, pour une maison à Noto, en Sicile, qu'on va vous présenter, que vous allez nous montrer en détail juste après. Et Max Flageolet, vous dirigez depuis 30 ans Ligne Roset Contract, qui réalise du mobilier et du design sur mesure pour des lieux qui accueillent du public, des hôtels, des restaurants, des paquebots, des écoles et aussi des lieux médicaux. Et vous êtes présidente du groupement Contract et Agencement à l'ameublement français et vous animez un podcast qui s'appelle Espèce d'espace et que je trouve assez formidable et que je vous conseille fortement. On va commencer avec vous, Gaëtan Le Pennuel. Vous dites que vous aimez intégrer dans vos projets la notion de meuble espace et que cela part de l'idée que le mobilier doit être conçu en même temps que l'architecture et non pas a posteriori, et que ce qui vous intéresse, c'est de fusionner l'architecture d'intérieur et le design dans la conception globale d'un projet d'architecture. Est-ce que vous pourriez nous raconter, nous donner un petit peu des pistes sur vos références qui ont nourri tout votre imaginaire dans ce domaine particulier? Avec grand plaisir. Donc effectivement, on a préparé quelques slides quand même avant de venir ici tous les 3 avec Corinna et Warren pour vous raconter un petit peu les éléments qui ont pu nourrir notre imaginaire. Alors, je vais commencer parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de rendre flou cette limite conventionnelle qu'il y a souvent entre, oui, c'est comme ça, hein, plus près, la limite conventionnelle qu'il y a souvent entre architecture et mobilier, et c'est intéressant de travailler dans cette limite un peu floue. Je commence par un espace sans aucun meuble. On est au Japon, on est à la fin du 19e siècle. Le Japon s'ouvre sur l'extérieur, donc il va rencontrer l'Occident, l'Occident rencontre le Japon, et tout d'un coup c'est le choc des civilisations avec cette hyper-abstraction à une époque où en Occident on est encore en train de se chercher dans l'éclectisme, donc on essaye toutes les modes, et puis tout d'un coup on rencontre cet espace qui n'a pas de meubles, juste des tatamis,
Dans cette pièce, on peut dormir en mettant un lit par terre, mais on peut aussi manger, on peut aussi se réunir. Et il n'y a aucun meuble qui alimente cet espace. De l'autre côté, on voit un meuble très japonais toujours, extrêmement géométrique, qui a une double fonction de rangement et d'escalier en même temps, et qui questionne aussi par rapport à notre imaginaire occidental. Là, je montre un autre exemple parce que finalement, tout ça, c'est de la culture. Je veux dire, quand je dis culture, c'est les références qui sont dans notre imaginaire. Alors, bien sûr, Le Corbusier, forcément, la Villa Savoie. On voit ici cette salle de bain qui est où le meuble et l'architecture se mélangent. C'est-à-dire que là, on est un peu probablement dans une architecture qui fait penser au bassin méditerranéen. Le Corbusier, dans la première partie de sa vie, a fait ce grand tour de Méditerranée. Donc, on peut bien imaginer qu'il est allé dans des hammams et que tout d'un coup, cet espace carrelé, la baignoire qui s'enfonce dans le sol, la chaise longue sur laquelle on s'assied, où on s'assied, où on s'allonge, avec ce meuble un peu noir là qui est là dans l'espace, mais qui est malgré tout totalement fusionné avec les murs. Ici, une autre référence, Adolphe Loos, on est après la sécession viennoise, tout d'un coup, beaucoup de rigueur, les choses sont presque, c'est un ensemblier là quelque part, c'est-à-dire qu'il fait architecture d'intérieur, architecture d'extérieur, architecture de décoration, il fait tout en même temps. Là, l'espace est impossible à bouger, les deux canapés sont exactement à leur place, et pourtant, malgré ce côté un peu rigide, tout est à sa place et les choses sont parfaitement dimensionnées pour remplir cette fonction de salon qu'il voulait faire dans cette Semler résidence. Là, il y a une autre référence, alors qui est du monde occidental aussi, mais là du côté américain, la fameuse maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, lui, il voulait trouver l'esprit américain. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de liberté, un esprit des grands paysages, du monde sauvage. Et là, cette cheminée, qui d'ailleurs au passage a plein de détails qui s'inspirent du Japon. Vous voyez en particulier cette grosse boule là pour rouge qui est censée servir pour faire cuire quelque chose qui n'a jamais servi. Mais en tout cas, cette cheminée, elle sort de la pierre, elle est tellurique. Et vous voyez devant la cheminée ces rochers qui sortent du sol, qui font aussi penser au Japon, parce qu'on pose aussi plein de choses. Les poteaux en bois se posent souvent sur des pierres. Mais là, il donne presque l'impression que ces roches invitent à s'asseoir là, comme si on était dans un feu de bois au milieu de la forêt pour pouvoir regarder le feu. On voit aussi un canapé dans l'épaisseur de la fenêtre qui prend cette lumière arrière pour pouvoir lire dans un endroit très protégé. Là, ça c'est une référence qui m'est chère, John Lautner, qui en 1949, donc c'était un élève de Frank Lloyd Wright, fait... Vous pouvez peut-être tout de suite préciser que vous avez travaillé plus en profondeur sur oui, John Lautner et que vous l'avez même oui. rencontré. Oui, j'ai eu la chance de faire mon mémoire de diplôme sur John Lautner, donc du coup, j'avais postulé dans son agence en lui disant que j'aimerais bien faire un mémoire sur lui. Et comme les Américains sont très étonnants, il me dit bien sûr. Et moi, je fais comment ça, bien sûr. Et voilà. Et effectivement, lorsque je suis arrivé en septembre, il y a très longtemps, juste après avoir visité plein de choses aux États-Unis, je suis arrivé en septembre et John Lautner n'était pas là. Il fêtait ses 80 ans dans le Michigan parce qu'il était originaire du Michigan. Et à l'agence, ils ne savaient absolument pas que j'étais censé arriver. Donc, je me suis dit que j'allais me faire rembarrer. Puis ils ont dit non, il ne nous a rien dit. Voilà. Et après, ils m'ont dit bah, écoutez, mettez-vous là. Là, il y a un bureau de. Il faisait à peu près 25 mètres carrés, le bureau. Comme ça, vous serez à côté de John quand il reviendra. Je fais, OK. Et ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai pu visiter toutes ces maisons. C'était dingue. Et bon. Plus que visiter aussi. Je crois que vous avez séjourné dans une maison encore plus mythique. Ouais, la Schitz-Goldstein, je vais la montrer juste après. Et effectivement, bon, le milliardaire qui habitait dedans faisait un petit tour en Europe et il a dit mais si vous aimez tant cette maison, restez. Moi, je pars 2 semaines à Paris pour voir. Et là, je me disais, ils sont fous, ces Américains.
mais j'ai quand même été content de le faire. Alors là, c'est une maison magnifique. On est vraiment au début de sa carrière. John Lautner vient à peine de terminer les premières maisons pour Wright. Et là, il fait sa première maison pour lui, la Carling House. Et vous voyez ce mur-là qui a un canapé, qui a une table, qui a une fenêtre. Tout le mur s'ouvre comme ça. Hein, c'est pivotant. Et ça permet d'ouvrir la maison sur la terrasse quand il fait beau. John Lautner, qui venait du Michigan, trouvait effectivement que le climat de la Californie est tellement doux que ce qui est intéressant, c'est de pas de climatisation, c'est qu'on puisse vivre comme ça à l'extérieur. Donc le côté limite intérieur-extérieur très ouverte, ça l'intéressait énormément. Ici, une autre référence toujours américaine, mais cette-ci Amérique du Sud. On est au Brésil, Oscar Niemeyer, avec cette maison qu'il avait fabriquée, je crois pour lui, me semble-t-il, au départ. Et où on voit cette pierre très tellurique, hein, elle qui semble aussi émerger du sol, qui est presque comme un meuble qui invite à s'asseoir, à s'allonger, qui vient de l'intérieur de la maison et qu'on retrouve jusqu'à l'extérieur. Là, un exemple magnifique de meuble tout inclus, hein, all included, le meuble qui permet de tout faire à la fois. Charlotte Perriand, évidemment, la cuisine de la Cité radieuse, et qui permet à une seule personne, c'est encore assez nouveau finalement à cette époque-là, de faire un meuble qui sert à tout. Et on peut cuisiner, stocker, vider, tout faire. Et c'est un très très beau dessin. Ici, une référence qu'on devait quand même mettre, puisque Carlos Carpa, tu vas en parler Corinna après, a aussi forcément inspiré un peu le projet en Sicile. Mais Carlos Carpa, là, nous donne un escalier qui n'est plus vraiment qu'un escalier, c'est un escalier qui sert aussi de table. On peut s'asseoir, il peut permettre d'exposer et éventuellement de monter à l'étage. Un autre exemple, Alvar Aalto, la maison Louis Carré, que je vous conseille tous d'aller voir. Elle n'est pas si loin que ça, dans le sud de Paris. Là, Aalto, il a beaucoup travaillé sur le meuble mobile. Il nous a donné des exemples sublimes, hein, évidemment. Avec ses deux femmes, Elisa et Aino. Ah, merci. Tu as bien raison de le dire. C'est un peu comme Le Corbusier, finalement. C'est pas lui qui avait tout dessiné. Là, dans ce bel exemple, on voit le meuble qui prend comme ça le bord de la fenêtre, cette banquette, hein, qui fait une épaisseur de lumière qui est tout à fait sublime, et puis qui vient se marier avec des meubles, plus mobiles, et le tout fait quelque chose de très, très intéressant. Et là, je reviens à John Lautner, évidemment, je ne peux pas m'empêcher. C'est celle-là dans laquelle j'ai habité pendant 2 semaines. Voilà, j'étais content parce que j'étais tout seul. Et là, les canapés qui sont en béton semblent sortir du sol, hein. Ils sont vraiment coulés dans la masse. Et pour les rendre confortables, ben, on a simplement mis des coussins en cuir, quoi, hein, et ça devient un canapé absolument sublime. Vous voyez aussi avec cette paroi vitrée là que l'on voit à peine, c'est la paroi entre l'intérieur et l'extérieur, parce que juste après c'est la piscine. John Lautner adorait travailler, comme je vous le disais, sur ce flou entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, ça a été refait dans les années 80, dans les années 60, il y avait des montants verticaux, puisqu'elle date de 63. Et dans les années 80, elle a été refaite par Monsieur Goldstein. Et il a poussé Lautner à aller plus loin dans ses détails, c'est-à-dire au moins une façade entièrement vitrée avec du verre bord à bord. Un autre exemple magnifique, Louis Kahn, la maison Fisher, là aussi on est aux États-Unis, 1967. J'adore cette maison. Là, on ne sait plus si c'est un mur ou si c'est une fenêtre ou si c'est un meuble. Enfin, c'est tout à la fois. Le rapport entre le paysage qui s'invite dans la maison, la double hauteur, l'épaisseur, bon, sublime. On adore. Là, Pierre Paulin, un des maîtres, hein, et lui aussi on l'adore, avec ce meuble sublime, l'ensemble Dune. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'opposé de ce qu'on a montré tout à l'heure, ou peut-être finalement ça finit par se rejoindre, le meuble devient un espace, et ça donne tellement envie de se plonger dans ce meuble-là. Et un dernier exemple, pour aussi introduire ce que tu vas dire, Warren, sur les écoles. Un autre très bel exemple de René Gailloustet et Jean Renaudy, l'école Aber-Einstein qui a été construite en 1882. Et vous voyez comment le sol qui vient proposer des cavités, des creux, etc., invite naturellement les enfants à s'installer.
peut se dire que si le sol était tout plat, ça serait pas du tout pareil. Et là, c'est une invitation à se poser, à prendre un coin, à vivre l'espace. Voilà, je crois que c'est Avec toutes ça. ces belles références, maintenant, on a envie de voir votre projet en Aïe, aïe, aïe. full. Et donc, c'est Corinna qui a travaillé plus particulièrement sur la conception de ce mobilier intégré dans la maison de l'auto. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce travail en détail, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir à tous. Alors, avant de parler mobilier, je veux juste m'arrêter sur cette image. Vous découvrirez peut-être avec nous le paysage. On est en Sicile, à Noto. On voit au fond la mer Méditerranée. Et au départ, on s'est beaucoup questionné de comment on vient se glisser dans ce paysage. Parce qu'on avait peur de le perturber et on se demandait mais quelle forme, comment peut-on s'insérer? Et c'est une région qui est très agricole, où on cultive les oliviers, les amandiers, et qui doit conserver cette spécificité-là. Et on s'est beaucoup inspiré des fermes locales qu'on voit ponctuellement apparaître. Donc, ce sont des formes assez simples, assez pures, assez massives, minérales, enduites de ciment. Et finalement, c'est cette forme-là, avec son toit en pente, qui vient se glisser en dessous de la cime des arbres, qui nous semblait la plus pertinente. Et une fois qu'on a découvert cette forme, on s'est beaucoup questionné sur la matière. Et c'est en discutant avec les artisans locaux qu'on a trouvé finalement la bonne réponse afin d'articuler deux contraintes qui sont très attachées à ce site spécifique. Un, c'est le climat, parce que c'est très sec et très très chaud, notamment en été. Et ensuite, c'est les contraintes sismiques, parce que la Sicile est une zone avec une contrainte sismique particulière. Et donc, afin d'articuler ces deux contraintes, et en discutant avec les artisans, on a trouvé ce béton de site qui est un mélange de ciment avec un puzzolane de l'Etna. C'est un agrégat poreux, ce sont c'est une sorte de roche très poreuse, très légère, qui donne cette couleur un peu chaude, qui change beaucoup d'ailleurs. Ce qu'on aime beaucoup, c'est que ce projet change de couleur selon les saisons, le soleil, la pluie, l'humidité. Ça devient plus rose ou plus beige, ça fond dans le paysage. Et on a beaucoup apprécié cette matière sur laquelle je m'attarde parce que vous la découvrirez plus tard à l'intérieur de la maison. Mais avant de rentrer dans la maison, je m'arrête un peu sur le plan de la maison. Et donc, vous voyez en partie centrale, on a l'espace de vie. Donc, on a une maison d'à peu près 200 mètres carrés avec ici l'espace de vie. De ce côté-là, plutôt une zone de nuit plus intime. Vous pouvez voir que chaque espace intérieur a un écho extérieur en miroir. On essaye d'offrir au sud, et vous découvrez la terrasse plein sud. Au nord, vous avez deux patios qui sont protégés. Ils sont plutôt fermés sur elles-mêmes parce qu'elles donnent une certaine intimité et quelque part, elles permettent de découvrir progressivement la maison. En couleur, nous avons identifié les différents mobiliers. En bleu, le mobilier en béton. On parlait tout à l'heure de la matière. Donc, c'est cette même matière qui devient mobilier à l'intérieur. En jaune, le mobilier en travertin. Et en orange, le mobilier en chêne brute qu'on va découvrir tout de suite. Et là, on rentre dans la maison. Donc, on traverse le patio au nord. Et ce qu'on voit, c'est cette vue plein sud avec la mer Méditerranée qui est cadrée par le mobilier qu'on apercevra plus tard en détail. Donc à droite, on a la cheminée, c'est la même matière qui se déplie, qui devient cheminée. À gauche, la zone cuisine avec un mobilier en travertin. Et j'avance toujours. Donc on est toujours dans le patio nord et on parlait de cet écho intérieur-extérieur qui est non seulement une qualité, mais aussi un usage double quelque part, parce que le patio nord, il sert aussi de cuisine extérieure. Donc, on voit en toute simplicité la paroi de patio qui se déplie, qui devient un plan de travail avec un évier encastré et avec un barbecue. Et donc, on peut manger en hiver, protégé par le vent, au soleil, abrité par ce magnifique olivier centenaire, comme on retrouve d'ailleurs sur le site. Et une fois qu'on rentre dans la maison, donc on voit au fond le patio
qu'on vient de traverser. On est dans ce coin canapé. Un petit clin d'œil pour la maison Goldstein que Gaëtan évoquait tout à l'heure, comme quoi. Il a bien aimé son séjour. Donc c'est la peau intérieure qui se déplie, qui devient canapé, accompagné par quelques coussins, avec toujours cette texture. Donc c'est ce béton qui devient un élément décoratif quelque part, notamment à l'intérieur de la maison, avec ces lignes horizontales qui sont données par le bois, qui a servi pour le coffrage. On voit toujours cette cheminée un peu sculpturale, verticale. Je profite de cette image pour parler d'orientation. On a deux orientations principales, est-ouest, c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, avec cette vue extérieure qui est cadrée par le mobilier, en l'occurrence la cuisine qui est traitée en chêne brut, et évidemment nord-sud avec ce parcours et cette vue sur la mer. Donc là, on voit l'ouest, le coin canapé à droite, la salle à manger avec une table en travertin. Je vais revenir plus tard sur cette matière parce que on a globalement trois matières. On les a évoquées plus tôt, le béton, le travertin et le bois en toute simplicité. Et je profite d'ailleurs de cette image pour évoquer quelque chose qu'on aperçoit très peu, mais on parlait tout à l'heure de béton planchette. Donc c'est ce béton qui devient un peu la décoration de la maison à l'intérieur. Et ici, on a un volet coulissant. On a cherché à réutiliser le bois qui nous a servi pour le béton pour le coffrage du béton. Et donc, on a réemployé ce bois et on est toujours dans cette harmonie d'ensemble. On le devine à peine, mais ce sont des volets coulissants habillés en bois qu'on verra encore mieux ici. Donc, il est là. Donc on retrouve la même couleur, la même texture, la même trame évidemment, mais c'est vraiment une pièce de mobilier finalement qui permet d'occulter la fenêtre. Et on voit aussi, on a parlé de cette fluidité entre intérieur et extérieur. Gaëtan l'a beaucoup évoqué dans ses références. Et on aime bien ce double usage. On voit en miroir la table intérieure en travertin, mais aussi la table extérieure dans cette terrasse protégée plein sud. Et donc, cette possibilité de vivre à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et d'ailleurs, je profite pour évoquer un autre clin d'œil dans les références de Gaëtan. Il parlait de Carlo Scarpa et on voyait un peu ce côté graphique qu'on retrouve chez nous aussi dans ces volets coulissants ici, au sud. Donc, ce sont des éléments en acier qui coulissent, qui permettent de filtrer la lumière. La lumière, elle est déjà quelque part filtré par la terrasse sud, donc on a un peu moins d'intensité et on rajoute en plus ces éléments graphiques en acier qui peuvent fermer toute la baie vitrée qui fait à peu près 10 mètres. Et on sort, on continue notre parcours. Donc là, on est sur la terrasse, on aperçoit au fond la piscine et aussi les oliviers centenaires qui habitent. Je profite d'ailleurs pour parler de l'implantation de la maison. Il y avait beaucoup d'hésitation, où est-ce qu'on se met, parce que le site, il est assez généreux, il est assez large. Et finalement, ce qu'on a cherché, c'est évidemment avoir les meilleures vues, mais aussi une attention, et on voulait aussi protéger ces arbres. Donc, on a cherché l'endroit où on ne touche pas au paysage, on vient se glisser là où la nature nous permet de s'installer, tout en profitant de ces belles vues dégagées sur la mer Méditerranée. Et une fois qu'on quitte l'extérieur, mais restons toujours sur cette thématique de limite poreuse entre intérieur et extérieur. Là, on est dans la zone plus intime, on est dans la salle de bain et on retrouve toujours ces mêmes matières. Donc, on voit à gauche le patio, donc cette zone un peu plus intime parce qu'on s'adresse aux salles de bain. On retrouve le travertin qui communique selon nous très bien avec le béton parce qu'il y a ce côté un peu accidental, un peu aléatoire et cette richesse de la matière qu'on a beaucoup apprécié et qu'on a découvert dans le dialogue avec les artisans locaux. C'était ça qui était aussi assez exceptionnel, c'est qu'on s'est nourri ensemble de cet échange et qu'on a fait appel à leur savoir. Donc là, on a
une plaque massive de travertin qu'on vient sculpter, on la creuse. La partie horizontale, elle est traitée en résine pour essayer de l'imperméabiliser. La partie verticale reste brute et on trouve que cette chaleur et cette texture et cette vibration, elle s'articule très bien avec le béton qui a les mêmes qualités. Et parce que on est dans la zone de salle de bain, pourquoi ne pas prendre une douche à l'extérieur? On parlait de ce double usage, de le fait de vivre dehors et il y a ce côté un peu sensoriel. On peut vivre pleinement, profiter de soleil, de vent et prendre une douche à l'extérieur, protégé dans ce patio nord, protégé des vues, mais tout en étant dehors. Et pourquoi pas une douche plus loin, à côté de la piscine, où on retrouve ces magnifiques arbres qui, quelque part, structurent l'espace. Donc, on voulait profiter de leur présence et de leur force, et surtout de leur ombre et fraîcheur. Et on vient glisser en dessous de ces oliviers centenaires des pièces en mobilier, toujours le travertin avec sa masse, avec sa présence, mais qui se glisse tout doucement dans le paysage. Donc, on retrouve une table avec des assises en travertin ou les chaises longues. Et je vais m'arrêter sur cette belle image qu'on voudra peut-être pas quitter, mais il faudra. Donc là, on est sur la piscine qu'on voyait tout à l'heure depuis la terrasse sud. C'est vraiment une plateforme qui émerge du paysage. On s'est inspiré des des bassins d'eau des fermes locales et on retrouve déjà des vues magnifiques, l'eau et aussi des chaises longues en travertin sur lesquelles on vient glisser des coussins qui peuvent bouger. On peut rester assis, on peut rester allongé, on peut les retourner et surtout admirer ce paysage magnifique. Et j'avais juste une petite question, Corinna, par rapport au travail avec les artisans. Est-ce que vous avez fait des prototypes? Comment ça s'est passé pour Ah oui. calculer les profondeurs d'assises, tout ça? C'est pas évident. Oui. Donc, Il y a deux choses qui nous ont permis de sortir un peu de notre zone de confort et de nos habitudes sur cette opération. C'est que on n'avait pas les contraintes de temps qu'on a sur un projet en France, clairement. Donc ça nous a laissé le temps de réfléchir, de faire des essais justement. Et on a eu des prototypes pour tout, les essais en béton. J'ai perdu le nombre pour trouver la bonne quantité, pour trouver la bonne couleur. C'était assez magnifique. Et pareil pour le mobilier, trouver la bonne inclinaison pour les assises, parce que un mobilier en béton, ça donne aussi des contraintes. Et donc, Ouais, une fois qu'il est effectivement, là, on a eu beaucoup d'essais et c'était magnifique de ne pas avoir cette pression de temps, avoir cette légèreté et cette possibilité de s'exprimer, de rechercher, de trouver, parce qu'on n'avait pas de certitude et c'est ça qui a été vraiment magnifique dans les échanges. d'accord. Bon, on en reparlera tout à l'heure aussi en demandant à Max Flageolet à la fin ce qu'il a particulièrement apprécié dans cette maison et dans ce travail. Mais peut-être avant, on continue un peu un panorama de votre travail à l'agence. Et il y a un programme sur lequel vous travaillez particulièrement depuis longtemps. C'est celui des écoles, des groupes scolaires, maternels, primaires, élémentaires. Et d'ailleurs, vous avez même publié en 2024 ce manuel de pratique vertueuse pour penser et construire les écoles du futur, que je vous conseille, qui est donc un petit peu pour motiver et bah oui, donner l'envie aux commanditaires et aux équipes pédagogiques de faire l'école autrement. On a vu tout à l'heure l'école en effet de Renaudy et Gailloustet. Il y a eu peut-être une belle période dans les années 60-70, un peu début 80, d'écoles comme ça où les architectes ont eu la possibilité d'expérimenter et de faire tout ce travail en effet sur les sols, sur sortir de la classe habituelle qu'on connaît, voilà. Et donc vous nous montrez
bien dans votre travail sur les écoles et dans ce livre, combien un environnement bien conçu peut aider les apprentissages et que ces apprentissages se font ailleurs aussi que dans la classe. Ça peut être dans le hall, ça peut être dans le couloir, dans la cour aussi. Et donc, montrez-nous un petit peu ce que vous avez expérimenté dans ce domaine scolaire qui est aussi enfin ça vous allez nous expliquer, mais vous dites que la commande publique vous permet justement ce travail sur le mobilier intégré. Et, voilà, moi après j'imagine ça dépend des commanditaires, de la maîtrise d'ouvrage, parce que Bonjour à tous, déjà, ce sera peut-être plus simple. Merci beaucoup, Raphaël, pour la petite présentation. Donc, on va changer de contexte. On est un peu moins exotique, un petit peu moins au soleil. L'idée, voilà, comme l'a dit Raphaël, à l'agence, on a une attention particulière sur les écoles. C'est un programme qu'on a la chance de pouvoir faire, d'étudier et de réaliser. La chance, mais aussi programme difficile parce que les enfants vont passer voilà, une bonne partie de leur temps et ça nous tient à cœur. Et effectivement, on a la conviction qu'un espace qui va être bien pensé, avec de la lumière naturelle, avec du confort, avec une bonne acoustique, permettra un réel bon développement des enfants. Donc l'idée là, parce qu'on parle de meubles, on parle d'espace, c'est un peu à travers cette présentation qui est chronologique de projet de l'agence sur un peu plus de 20 ans, comment est-ce que petit à petit, on a pu, à travers le meuble espace, à travers nos rencontres avec les maîtres d'ouvrage, à travers nos réflexions, le livre, on a pu se poser un petit peu plus, mettre en perspective notre pratique. On a pu augmenter les espaces d'usage des enfants et des écoles. Donc, rapidement, une école qui a près de 20 ans, en 2007, à Épinay-sur-Seine. Pour l'anecdote, c'était une des premières écoles en structure bois. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose d'extrêmement classique et presque toutes les écoles sont faites en bois. Là, c'était quelque chose d'assez précurseur à l'époque. Un exemple simple sur ce projet-là, comment finalement investir un espace qui peut être souvent un peu résiduel, un dessous d'escalier, et avec une intervention assez simple, un travail sur le design de cet escalier, en créant un premier palier qui va se prolonger par une banquette. On vient finalement créer un usage à cet escalier, habiter le hall de manière un petit peu plus qualitative pour les enfants, pour les équipes, et aussi mettre en scène cet escalier, une sorte de grande passerelle élévatrice qui permet de grimper jusqu'au R+1. Donc voilà, une référence qui a un peu plus de 20 ans, et on va voir l'écho qu'elle a maintenant dans notre production. Un autre projet, donc on remonte un petit peu dans le temps, à Clamart en 2016, donc c'était un complexe sportif et 2 groupes scolaires. Et dans ce projet, donc dans les écoles, pour expliquer brièvement pour les gens qui sont sortis il y a longtemps ou qui ne le fréquentent plus, on a 2 types d'usages. Il y a un usage scolaire, un usage périscolaire. C'est assez important notamment pour la référence de Tremblay qu'on présentera tout à l'heure. L'usage scolaire est plus classique, entre guillemets, les enseignants de 8h30 à 16h30. Et l'usage périscolaire, donc c'est l'accueil du matin, le midi, le soir et pendant les vacances. Et du coup, on est sur un usage beaucoup plus ludique qui est vraiment intéressant. oui, mais qui peut créer des conflits justement aussi dans l'occupation des lieux et du mobilier. Donc Exactement. ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Qu'il faut directement penser et aussi sur lequel peut-être de base on a pu se permettre d'avoir plus de liberté. Donc on s'est offert, on va dire, une liberté spatiale formelle un peu plus forte sur les espaces périscolaires. Donc ici à Clamart, la maîtrise d'ouvrage voulait un espace de 100 mètres carrés, sans éléments définis, sans mobilier. On leur a proposé quelque chose qui n'était pas dans le programme et que nous on a su intégrer dès le concours et dans le budget global de l'enveloppe. On le voit ici, donc dans cette salle, on a 2 cabanes au fond qui permettent aux enfants de venir s'asseoir, s'installer, se cacher ou jouer. Un espace d'emmarchement où ils peuvent de la même manière jouer en groupe, à plusieurs, tout seuls. Et ce grand espace qu'on voit là comme creusé dans le sol, qui va pouvoir servir, on l'appelle un peu moment du conte, un moment où un adulte peut raconter une histoire aux enfants. Donc finalement, à travers ces interventions au sein d'un espace, on démultiplie les usages. Et on a la conviction, donc je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est un des sujets justement sur la question du meuble figé. On fiche pas les choses, mais on permet une multitude d'activités et d'usages au sein d'un même espace. Ici à Bondy, donc là on arrive
très proche, une livraison qui a eu lieu en 2023, un groupe scolaire où la ville avait directement la volonté de créer une école qu'ils appelaient innovante, l'école du 21e siècle. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. L'idée qu'on a, donc comme vous le disiez, il y a vraiment il y a eu beaucoup de réflexions pédagogiques au début du XXe siècle, énormément d'essais qui ont été faits dans les années 70, qui n'ont pas forcément été bien perçus, bien vécus. Et c'est vrai qu'il y a un peu un retour en arrière. Et on se retrouve malheureusement avec une production en France d'écoles extrêmement classique, avec un couloir, des salles de part et d'autre, qui donne pas vraiment envie aux enfants, qui développent pas l'imaginaire, à l'inverse de pays scandinaves. Donc on cite toujours dans les exemples, mais en Suède, au Danemark ou en Finlande, où on voit des espaces beaucoup plus ludiques, beaucoup plus ouverts sur des circulations. Et donc on a la conviction que pouvoir faire différemment, c'est en tout cas essayer que tous les lieux de l'école deviennent des lieux d'apprentissage. Parce que c'est des mètres carrés qu'on construit, autant qu'ils servent et qu'ils puissent servir aux enfants et au développement et démultiplier les usages. Et d'ailleurs, c'était déjà ce que préconisait Maria Montessori. Enfin, Exactement. c'est ce qu'on voit dans toutes ces écoles-là. C'est ça, mais qui également. s'est vraiment perdu, je pense, Oui, depuis oui. il y a eu des exemples peut-être un petit peu trop forts, qui ont braqué un petit peu les gens, qui ont forcé dans les usages, que c'est une autre chose auquel qu'on pense vraiment, c'est qu'il ne faut pas non plus imposer un usage. Il faut pouvoir laisser la liberté aux acteurs de l'investir. Donc, inciter. Donc là, on est à peu près, on voit le lien avec l'école de Clamart. Donc on est à Bondy, c'est une BCD, une médiathèque qui est ouverte aussi sur le quartier. Donc on retrouve cet espace un peu arrondi qu'on vient creuser dans le sol, qui fait face à une espace de cabane qui peut servir à la fois de petite scène, qui peut servir de lieu de refuge. Et la différence avec Clamart, c'est que cette fois-ci, dans les discussions avec la maîtrise d'ouvrage, avec les intervenants, on l'a positionné, on voit à droite en fait, c'est le hall de l'école maternelle, et les portes peuvent totalement s'ouvrir. Et là, du coup, le matin, les enfants, en arrivant dans l'école, peuvent investir ce lieu. Donc d'un coup, le hall, la circulation devient un espace d'usage, crée des liens entre les choses. Bondy toujours, donc on voit la manière dont une circulation, un couloir, à partir du moment où on va venir à un certain lieu, pouvoir l'étendre, l'agrandir, créer des dilatations de cet espace. Donc là, c'est un espace pater où les enfants vont poser leur manteau et des petits casiers en dessous, ils peuvent poser leurs chaussons, leurs chaussures. Et du coup, avec ces grands vitrages courbes, on crée un lieu un petit peu différent qui peut être aussi support d'usage, support de pratique avec un enseignant tout seul, et on crée un lieu un peu différencié. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière les fenêtres? Il y a des petits patios, Il y a deux c'est patios, ça? exactement. Parce que c'est vrai que dans nos écoles, on travaille énormément avec des patios. C'est vrai que c'est une des choses qu'on aime beaucoup mettre en place, parce qu'ils créent aussi à l'échelle. Donc là, on est dans une classe de maternelle, donc des enfants qui ont entre 3 ans et 6 ans, donc qui vont faire entre 1 mètre et 1 mètre 30. Et c'est vrai que la question du patio, elle crée une intériorité. Donc elle crée quelque chose, un rapport à l'espace qui est différent. Elle capte des vues sur le ciel et elle permet aussi d'éclairer naturellement les circulations, ce qui est pour nous un indispensable. Si on veut pouvoir utiliser un espace, il faut qu'il y ait une lumière naturelle, que ce soit agréable. Et les enfants ont accès à ces patios? Tout à fait. Ouais. Donc les salles de classe en fait s'étendent sur les patios. Et on pourrait parler beaucoup plus longtemps de cette école. On a des cloisons qui s'ouvrent sur les salles de classe pour étendre les salles de classe, des salles de classe qui s'ouvrent entre elles. Vous avez pu la Ah visiter. oui, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on voit la manière dont ils l'utilisent maintenant. On a des enseignants qui font totalement classe sans cloison, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, entre le couloir et leur salle de classe, ils ont tout le temps ouvert, comme on avait pu le voir, les cloisons, ce qui permet de démultiplier les espaces et aussi aux élèves d'avoir des lieux un peu différenciés. Et finalement, parce que c'est vrai que l'écueil souvent des gens est de dire, oui, en Scandinavie, en même temps, les élèves, ils ont un public facile. Là, c'est une école qui est classée REP, donc une école assez difficile. Et finalement, on se rend compte que d'autoriser, de rendre plus libre, finalement, les enfants se responsabilisent, et des enfants qui sont considérés comme difficiles gèrent beaucoup mieux que ce qu'on peut penser que quand on les cadre trop. Puis avec des petites différences de niveau aussi dans les classes. Exactement, tout à fait. On a des ateliers, donc il y a tout un tas d'aménagements qu'on a pu mettre en place. Le groupe scolaire de Tremblay, donc qui est une livraison qu'on vient de faire en septembre, qui a été nommé à l'écart d'argent, donc on espère lundi avoir peut-être un prix.
Donc cette école, là, c'était vraiment très particulier, une ville extrêmement volontaire. J'ai évoqué tout à l'heure la question du périscolaire, donc qui sont des locaux qui finalement sont une grande partie de la semaine pas utilisés. Et là, la ville a fait un pas en avant qui était assez fort, qui est de dire, on va pas créer de lieu pour le périscolaire, tous les locaux vont être mutualisés. Ce qui fait que les mètres carrés qui sont normalement attribués à l'espace périscolaire ont été redispatchés dans l'école. Donc, on a à peu près 200 mètres carrés normalement, pour une école de 8 classes, 200 mètres carrés qui auraient dû être attribués à l'espace périscolaire ont permis, ils voulaient agrandir les circulations, agrandir les salles de classe. Et ce qui a permis, en fait, pour nous, c'est une sorte de synthèse un peu de toutes les réflexions pour l'instant Tremblay. Alors, on a envie évidemment d'aller au-delà, mais pour l'instant, c'est une synthèse de toutes les envies qu'on voulait réaliser sur justement la notion d'utilisation de la circulation. Très rapidement, pour quand même comprendre le projet, on a un plan extrêmement simple avec un grand axe nord-sud qui va du parvis, une rue qu'on a appelée rue récréative, parce qu'on essaye de traiter les circulations comme des espaces publics pour que les enfants aient une notion un petit peu différente pour sortir totalement du couloir. Donc cette grande rue, la rue des classes, donc qui elle est est-ouest, qui dessert les salles de classe. Et donc on voit en rose un peu pâle la circulation. Et en fait, tout cet espace est totalement libre. Alors c'est vrai que dans les architectes le savent, dans les espaces scolaires ou ceux qui les fréquentent, on doit recouper les circulations pour des questions de coupe-feu, d'incendie. Et un des enjeux, c'était de rendre tout fluide. Donc, on a travaillé avec les pompiers, avec la préfecture, pour pouvoir justement s'affranchir de ça et avoir un seul et même espace très fluide dans lequel on a installé un certain nombre de mobilier fixe, alors mobilier intégré, meuble espace, meuble immeuble. Voilà, il y a plein de manières de définir ces meubles en se disant que les enfants on peut investir des circulations à condition de proposer des usages de manière simple et fluide. Donc là, on voit dans le hall, on a proposé 3 alcôves qui permettent, le fait qu'elles soient en creux, de les investir assez facilement et surtout de pas gêner les flux. Parce que on peut dire: «On va travailler dans les circulations», on s'en est rendu compte, on a pu faire quelques visites d'espace à partir du moment où finalement il n'y a pas ce meuble intégré. Si on est juste sur du mobilier scolaire, alors je parlerai même pas de la qualité du mobilier scolaire, je pense que voilà, on va pas en parler. Si, on va en parler après, Voilà, on va justement. en parler. Voilà, la difficulté qu'on a avec la standardisation totale et l'absence absolue de design de tout ce mobilier. Si on était sur du mobilier du coup mobile, il y a la crainte que ce soit un petit peu, que ça puisse gêner les flux, ça puisse entraver, ça puisse bouger. Et aussi, certaines écoles des années 70 justement avaient proposé des usages, mais le fait que dans le temps ils n'étaient pas figés avec ce type d'aménagement, au bout de 5-10 ans, on peut très vite perdre la fonction première et la volonté. Donc on voit ces 3 alcôves. On a un aménagement très simple, voilà, une banquette périphérique, une table, une petite estrade. Et en fait, ils peuvent se l'approprier de manière très fluide, très simple, et ils l'utilisent. On a la chance de retourner pas mal justement là pour des visites, pour finaliser, on va dire, notre mission, et on voit la manière dont ils l'investissent. Et c'est vrai qu'il y a des usages qu'on n'aurait absolument pas pu prévoir ou pas pu imaginer. Ils ont installé une web TV dans une des alcôves. Donc c'est un studio ils ont leur chaîne, ils ont 2 micros, ils filment, ils captent. Donc c'est un usage qu'on n'aurait absolument jamais pensé, même eux. Et si ça se trouve, dans 1 ou 2 ans, ils changeront d'usage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'au lieu de figer les choses, ça permet beaucoup plus de choses. Et donc, et là, on voit aussi ce qui est intéressant, on s'adresse à un public de toute petite taille, et c'est de voir à quel point une alcôve qui, pour un adulte, a une taille à peu près normale, tout de suite à l'échelle des enfants, on peut mettre une dizaine, une quinzaine d'enfants autour d'une table. Donc c'est un rapport qui est assez particulier aussi. Le mobilier pour enfants, c'est quelque chose qu'il y a eu une expo à Beaubourg, je crois que c'était il y a 2 ans sur le mobilier des enfants. Ça commence à être de plus en plus traité, parce que je pense qu'il y a une génération de parents qui a une volonté aussi d'acheter peut-être, parce qu'il faut qu'il y ait un besoin pour ce mobilier-là, mais c'est quelque chose qui est un peu sous-traité ou maltraité. Un autre meuble, avant de finir, voilà, une sorte de meuble igloo qui a été installé dans les circulations. Et donc là, on est un peu sur un même principe, un meuble dans lequel les enfants donc, peuvent investir la partie centrale, investir la partie s'asseoir. Et un des enjeux aussi dans les discussions qu'on avait eues avec la ville, c'était qu'à partir du moment où on veut que ces espaces soient utilisés par les enfants, il faut qu'ils aient accès
à des jeux tout de suite, donc à des caplas, à des livres, d'où le fait d'avoir un meuble rangement. Donc, tu montrais Charlotte Perriand ou tout un tas de meubles qui sont multifonctions. Là, c'est de dire, bah voilà, le meuble, il est à la fois protecteur, il permet de s'installer, il permet de jouer, on peut tourner autour, il y a un aspect un peu ludique, et aussi on peut y ranger tout un tas d'activités qui permettra qu'il soit facilement utilisé. Un autre meuble de l'autre côté, donc là, ludothèque pour les élémentaires, un peu sur le même principe, toujours d'usage et d'utilisation. Pour finir, dernier exemple, donc c'est un projet qui est pas encore en chantier, qui va démarrer en mars 2025, une école maternelle à Bonneuil-sur-Marne. Et ce qui était intéressant ici, c'était le fait d'avoir pu finalement travailler sur cet espace, faire visiter à des villes aussi les réalisations qu'on avait pu faire. On arrive maintenant à leur donner envie de faire un petit peu autre chose. Donc il y avait un programme qui était beaucoup très classique, et le fait de pouvoir visiter Tremblay, visiter Bondy, on les emmène et on leur a proposé. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on voit un peu l'écho avec le premier projet, le premier meuble, où on était quand même plus timide. Il y avait cette volonté déjà il y a 20 ans de travailler sur l'espace, pas le perdre, sur le design aussi de l'escalier. Bah là, on se lâche un peu plus. On va dire, on essaye d'être sur un aménagement un peu total. Donc après, ça peut faire écho aussi à des travaux, je pense à Nathalie Crasset, où il y a beaucoup de gens comme ça, même de designers, qui travaillent sur ces questions-là. Et c'est vrai que pour nous, c'est juste génial à dessiner, parce que voilà, il y a l'équipe de Bonneuil qui est ici, et c'est vraiment des lieux qui sont particulier parce qu'on s'adresse à l'enfant, on s'adresse à l'imaginaire. Un enfant va pouvoir facilement, au niveau des postures, s'asseoir, s'allonger. On n'est pas du tout dans le même rapport corporel qu'un adulte. Et voilà, donc du coup, c'est ce dernier meuble, cette dernière référence permet de montrer à quel point on peut aussi, en tant qu'architecte, avec des maîtrises d'ouvrage publics, plus facilement, voilà, même déjà, voilà, proposer des meubles, un meuble qui permet de faire l'accueil, l'escalier, des meubles terre, dessiner tout nous-mêmes. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant que vous avez créé en effet tous ces meubles, notamment pour Tremblay, on a envie de se dire, mais est-ce qu'ils pourraient pas être réplicables? Est-ce que vous voulez pas travailler sur des éditions pour d'autres écoles? C'est vrai qu'on en avait parlé. Alors, il y a deux choses. Évidemment, parce que il y a un écueil, c'est le fait que là où on a à notre sens, une pertinence totale sur ces meubles, notamment le meuble, par exemple, Igloo, c'est le fait qu'il soit vraiment sur mesure. Ça veut dire on avait cherché, en plus, et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, on avait cherché des meubles du commerce, et on s'est vite rendu compte que, soit ça coûtait vraiment très très cher, qui n'était pas adapté à une école, et on était sur des dimensions qui n'allaient pas forcément correspondre. Donc c'est vrai que le côté sur mesure a un avantage, forcément. Après, il faudrait presque avoir une base qui puisse évoluer en fonction. Mais c'est sûr que ce serait quelque chose qui nous intéresserait beaucoup. On en parle avec les maîtres d'ouvrage, parce que effectivement, dans beaucoup d'écoles, on pourrait avoir ce type d'aménagement. Max Flageolet, justement, on aimerait maintenant avoir votre retour sur les questions que vous vous posez, ce que vous avez apprécié dans la maison de Noto, et aussi peut-être nous donner votre avis sur ces aménagements dans les écoles, et essayer un peu de comprendre pour vous ce que des architectes peuvent apporter au niveau de la création, de la conception du mobilier intégré. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de pas me perdre et de pas vous perdre. Sur Noto, le première chose, mais tu le sais, c'était une espèce de coup de foudre, quoi. Parce que ça correspondait à mon goût, mais comme dirait Stark, ton goût, on s'en fout. Donc, on va passer là-dessus rapidement. Non, après, quand j'ai réfléchi, et puis ça va avec les écoles et ce que tu viens de dire aussi, c'est Pérec qui dit la vie, c'est de passer d'un espace à l'autre en essayant de pas trop se cogner. Et quand même dans Noto et dans l'école, il y a ça, et ça j'y crois fondamentalement. Donc ça c'est très réussi. Je trouve qu'il y a de la place pour l'espace, il y a de la place pour la circulation, il y a de la place pour vivre. C'est très maîtrisé, et ça je trouve ça très très bien. Et la deuxième chose, c'est la globalité du projet qui me plaît. Effectivement, moi je dis souvent, et chez Roset et aux autres fabricants de mobilier, quand on fabrique du mobilier, essayons pas de penser au produit lui-même. Essayons de l'imaginer dans la globalité du projet. Or, très souvent, alors je parle de moi, pardon, mais moi je fais beaucoup d'hôtels. On est avec les architectes d'intérieur, on est très peu avec les architectes. On l'a été, moi ou mes confrères, une ou deux fois avec Franck Guéry, Jean Nouvel ou Jean-Michel Villemotte. Et ça manque dans la qualité de réalisation du mobilier, en fait, de pas être dans cette globalité du projet. Voilà. Et là, je trouve que oui, Noto, c'est exactement pour ça que ça m'a plu. Puis après, si on fait une analyse du mobilier, voilà, sans faire de flatterie,
malvenu, je le trouve extrêmement pertinent, extrêmement bien fabriqué, extrêmement bien dessiné, et j'avoue que ça m'aurait intéressé de travailler dessus, même en sur-mesure et en petite série. Et puis la dernière chose, c'est oui, effectivement, je crois comme vous au sur-mesure, qui puisse être dupliqué éventuellement pour d'autres projets, avec des finitions différentes, des dimensions différentes, et ça, c'est certainement aussi un challenge que les fabricants de mobilier français et d'autres, mais surtout français, doivent relever. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Ah, je sais pas. Vous pouvez développer davantage, mais Non, mais j'ai un regret, oui. Alors, si je peux dire sur le secteur que je connais bien, qui est l'hôtellerie, on en a parlé rapidement. Mis à part, alors il y en a d'autres, mais mis à part les exemples que j'ai cités, on est très peu souvent en relation avec l'architecte. Alors, ça peut se comprendre dans les phases de rénovation, et encore que on avait fait avec Jean Nouvel le Saint-James à Bouliac, qui va être fait sans Jean Nouvel et en détruisant le mobilier que Jean Nouvel avait dessiné, qui quand même, enfin je pense qu'on veut de Jean Nouvel, mais en l'occurrence, c'était très très bien dessiné. il a déjà été détruit? Ah, c'est en cours là. Ouais, ouais. C'est Ouais. rénové, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, qui a du talent. C'est la question est pas là. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on détruit le mobilier de Jean Nouvel, et quand même, c'est une œuvre importante dans la création, dans l'histoire de Jean Nouvel. Et puis on peut plus Comment est-ce qu'on se peut permettre de faire ça non Voilà, plus non, mais c'est aussi, ça, c'est la question que je me pose. Voilà. Donc oui, c'est un peu dommage qu'on soit souvent, nous, fabricants, déconnectés de la globalité du projet. Alors oui, on l'a avec l'architecte d'intérieur quand même, un bout de globalité, mais enfin la structure, c'est quand même extrêmement important. Et puis, il y a quand même une proximité aussi dans la façon de travailler, parce que le mobilier, c'est aussi une structure et la résistance de la structure qui compte. Et donc, on peut très bien s'entendre, voilà, par expérience personnelle, je le sais, dans le développement d'un mobilier qui, parfois, peut être d'ailleurs de la micro-architecture. mais alors est-ce qu'il faudrait sensibiliser la maîtrise d'ouvrage à cette idée que c'est bien de faire un peu comme autrefois la synthèse des arts, de faire travailler tout le monde ensemble dès le niveau de la Le problème, c'est conception, que c'est de la culture, alors sans être non plus trop prétentieux, mais on revient aussi à mettre dans les écoles, y compris dans les premières écoles, du mobilier de qualité, et d'apprendre un peu l'art aussi, l'architecture, un peu dans les écoles très tôt, pour que même après, quand on fasse de la promotion immobilière, on ait une certaine idée de ce qu'il faut faire pour la réussite du projet. Encore une fois, c'est pas l'idée de faire quelque chose de bon goût, c'est faire quelque chose qui soit un projet global et qui permette à l'utilisateur de pas trop se cogner. Voilà. Mais justement, vous me disiez que, par exemple, le mobilier de Pierre Paulin était très apprécié dans les bibliothèques pour enfants. Ça, c'est quand même des signes positifs de... Oui, bah Pierre Paulin, nous, enfin, vous avez cité, nous, on a équipé la bibliothèque municipale Espace Jeune aussi avec du mobilier de Pierre Paulin, mais parce qu'il avait cette réflexion aussi comme Pierre Gariche aussi, de dessiner du mobilier. Bien sûr, la forme est importante, mais ce qui compte, c'est l'effet. Et l'effet, c'est pas simplement l'effet visuel, c'est l'effet pratique qui va générer, dans l'espace pour lequel il a été dessiné, mais aussi en se projetant dans d'autres espaces. Voilà. Donc, ça s'appelle du design intelligent. Dans la partie scolaire, on en parlait tout à l'heure, on est extrêmement, extrêmement limité. À Tremblay, on avait une mission de base mobilier, mais le choix est tellement restreint. Et en fait, on se rend compte que les mobiliers, on ne dessine pas. C'est pour ça aussi que nous, on essaye d'intégrer un maximum, parce que forcément, ça va être du sur-mesure, que ce soit les placards, les rangements, plutôt que de revenir avec un meuble de rangement de 2 mètres placé n'importe où parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Et c'est vrai qu'en France, pour le coup, on a vu qu'il y avait quelques marques, pour le coup, allemandes, à prix à peu près raisonnable. Mais en France, on a une absence de culture et on se retrouve où ce sont des services de la ville, des gens qui n'ont pas forcément cette envie, cette appétence, cette culture, qui se retrouvent à choisir dans un catalogue des chaises qui sont... Et pourtant, il y a un marché Ouais, alors, énorme. il y a quelques Et maîtrises pourtant, il y a un marché d'ouvrage énorme, parce que qui c'est demandent... toujours les mêmes meubles qui reviennent. Ouais. Ils sont tous aussi atroces les uns que les autres. Oui, Là, mais c'est alors, terrible. parfois, vous avez... Je me dis, il faudrait foncer, là, il y a un boulevard. Vous pouvez faire des prescriptions parfois justement, mais même avec ça, ça suffit pas. Il y a une centrale d'achat, on peut donner le nom, quoi. Peut-être. Ça doit passer par l'UGAP, en fait. Et les fournisseurs sélectionnent. Ou Manutan, voilà. Et avec cette légende urbaine aussi que ce qui est solide peut pas être beau. Ça c'est un truc que j'ai encore pas compris. Il faudra m'expliquer, mais alors c'est vrai que dans l'hôtellerie, moi quand j'ai commencé, c'était ça. Hein, ce qui
Alors, le mobilier design, ça n'existe pas. Nous, il nous faut des choses. Bon, ça a changé. Ils ont compris que voilà, ça pouvait être. Et je peux donner l'exemple ce que la Fondation des hôpitaux fait avec les espaces soignants dans les hôpitaux. Ils se sont la Fondation s'est affranchie du gap pour demander à des fournisseurs de faire des choses dessinées par vos confrères qui sortent au même prix que les fournisseurs de l'UGAP. Et avec donc le retour des soignants, parce que je suis allé à une ou deux inaugurations, ça a l'air bête comme ça, mais la phrase, c'est pour une fois qu'on nous fait asseoir dans quelque chose de confortable et pas moche, merci. Voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà. Je pensais aussi à la question de la durabilité qui est fondamentale parce que plus un mobilier est intégré, plus il faut qu'il soit réparable. Comment vous pensez cette question-là également? Sur le béton. Ouais. Le béton va tenir. Je pense que tout ça, ça passe par l'artisanat en fait. Et alors je sais pas si on passe par l'industrie ou par l'artisanat, mais c'est vrai que les exemples dont on parle, en fait, on parle d'artisanat. Nous, on est encore, on l'a vu pour la Sicile. C'était une expérience extraordinaire de travailler avec des artisans qui avaient un savoir-faire extraordinaire, vraiment, du menuisier. Pour faire le béton, il n'y a pas un maçon, il y a un maçon et un coffreur. Moi, au début, j'avais pas compris qu'il y aurait deux mecs. Et il y en avait deux, et ils faisaient pas la même chose. Celui qui faisait le coffrage faisait uniquement le coffrage des planchettes. L'autre faisait tout le reste. Et leurs limites étaient extrêmement claires. Donc voilà, il y a des savoir-faire, et moi, ce qui me fait tellement peur dans le monde contemporain, c'est de perdre tous ces savoir-faire pour, je dirais, une grande industrie de mauvaise qualité, quoi. Hein. C'est ce qui fait peur. Mais je crois qu'en Seine-Saint-Denis, pour les écoles, vous avez trouvé aussi un artisan avec qui ça s'est très bien passé. Bah, on a eu la chance d'avoir ce que après c'est des marchés publics, donc on peut pas Ben voilà. choisir on peut pas choisir nos interlocuteurs, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 2 fois un fabricant qui a ses entrepôts et son atelier de travail du coup à Saint-Denis. Donc c'est dans toute la zone de bureaux en plus, c'est un petit peu le bastion, le petit village gaulois au milieu des grands bureaux et qui fabrique tout sur place. Et c'est vrai que nous aussi, on apprend au contact. D'autant plus quelqu'un qui fabrique beaucoup de mobilier pour les écoles, donc qui a cette expérience, on parlait de durabilité, qui a ce retour, parce que c'est une entreprise, celle avec qui on travaille, qui travaille aussi en amont avec les villes, pas en amont, pardon, qui travaille après avec les villes justement sur la question de maintenance. Et du coup, on a pu dessiner avec lui à chaque fois, faire en sorte que justement ce mobilier pouvait tenir. Parce que c'est vrai que les écoles, un peu comme les bibliothèques, où c'est des lieux d'usage, d'usure, et c'est vrai qu'un beau meuble, s'il tient pas dans le temps, ça aura aucun sens. Et c'est vrai qu'on a pu justement tout ce mobilier intégré, le travailler dans un objectif de durabilité. Ça, c'était intéressant. Max Flageolet, vous voulez répondre? Je sais pas si c'est artisanat ou industrie, c'est le savoir-faire en fait. Hein. Voilà, nous Rosé, on est plutôt industriel. Oui, non, mais après, voilà, un industriel peut aussi décider de faire 6 grands canapés pour Villemotte à Station F parce qu'il est sur le projet global, parce qu'il a compris pourquoi il le faisait et qu'il est avec des gens qui vont réfléchir sur la structure et la durabilité, la façon dont on construit un meuble. Voilà. Donc, je pense que c'est. Après, effectivement, c'est la co-conception. Je pense que et ça, probablement, l'architecte, il sait bien ce que c'est que la co-conception parce que quand il construit la structure, effectivement, il n'est pas tout seul. Il doit aller au-delà du dessin. Et donc, effectivement, pour un fabricant de mobilier, donc un artisan ou un industriel, travailler avec un architecte qui a ce travail qui est très très proche et où effectivement on peut aussi penser à la réparabilité. Donc, on met pas de colle, ça permettra de changer le plateau de la table, ou on fait du modèle déhoussable qui avait été abandonné pendant très longtemps, hein, auquel on revient. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail de la conception. L'idée reste bien sûr chez l'architecte, mais après, c'est un travail en commun, je pense. Oui, puis après, quand on voit par exemple, je pense à la petite bibliothèque ronde de l'atelier de Montrouge à Clamart, qui a été avec tout le mobilier d'Alvar Aalto et qui est resté pendant des années sans réellement s'abîmer. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des possibilités. Gaëtan, vous voulez J'étais pas en train de penser à cette idée de co-conception, parce que je pense que c'est vraiment le secret, tout le plaisir qu'on a à l'agence de travailler sur tous les projets, qu'on soit en Sicile ou qu'on soit en région parisienne sur des écoles, c'est effectivement de travailler avec des sachants, des gens qui aiment leur métier. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait dit, mais je pense que l'architecture, c'est vraiment un métier de sensualité. Je pense aux maisons de John Lautner, je ne vais pas trop insister, mais vous l'aviez compris. Ce qui est magnifique dans ces maisons,
c'est la sensualité qu'elle dégage. Et cette sensualité-là, alors ça peut être sensorialité, sensualité, ça dépend comment on l'interprète, mais elle se travaille avec une équipe. Et c'est ça qui est formidable dans ce métier, quand on réussit à rencontrer des gens qui ont envie, comme vous, de faire quelque chose. Waouh! Et bon, moi je suis prêt, hein. Justement, avant les questions de la salle, je voulais laisser la parole au président de French Design et de Fermob, Bernard Rebier. Bonsoir. Pour tout vous dire, j'étais attendu et j'ai assisté au début des propos. J'ai téléphoné, j'ai dit je vais être en retard parce que j'étais passionné. Moi, j'ai une affection particulière pour la Sicile. Je connais Noto, je connais la vue dont vous parlez. Et puis après, j'ai un autre fantasme. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, ça se passerait pas comme ça dans les écoles. 1, je décentraliserais. 2, je libéraliserais. Ça doit être une tâche immense. C'est pour ça que je suis pas ministre. J'ai même pas essayé de l'être. Voilà. Mais voilà. Mais passionné parce que vous avez dit. Alors, je reprends ma casquette de président du VIA. J'aurai tout à l'heure une petite casquette président de Fermob pour conforter les propos de Max, évidemment. En tant que président du VIA et du French Design, au début était l'objet. Au début, c'était il y a un peu plus de 40 ans, à la naissance du VIA, avec de jeunes designers qui s'appelaient Jean-Michel Villemotte et Philippe Stark. Nous ne pensions que objet. C'était notre rôle. Et puis, progressivement, l'objet est souvent pas grand-chose sans l'espace. Bon, d'accord, à part le décapsuleur, il peut vivre tout seul, on est d'accord. Et le plus souvent, l'espace n'est pas grand-chose sans les objets. Et donc, il y a eu une évolution des mentalités, aussi des cultures et tout, pour dire il faut que ces univers se rapprochent. Ce qui nous a conduit au niveau du VIA à créer il y a 5 ans, le temps passe, pardon, le FD100, French Design 100, un palmarès qui honore des réalisations qui font rayonner le design français à l'international. On a commencé par les objets et après on s'est dit on va aussi l'élargir au projet et à l'espace. Et de là est venue l'idée, j'allais dire toute naturelle, de dire il faut se rapprocher de gens qui font un peu le même métier que nous, d'où le rapprochement qu'on a initié avec l'AFEX. Et c'est donc pour nous un honneur de recevoir le lauréat. Et je suis content de voir que les liens entre French Design et VIA, d'une part, et ce monde de l'architecture dont l'AFEX est un éminent représentant, ces liens se renforcent. Donc voilà, donc je vois tout le monde avec des sourires, tout le monde avec beaucoup d'intérêt. Donc je pense qu'on avait vu juste. Et puis après, je reprends une casquette, alors plus d'industriel et tout. Je souscris aux propos de Max. Roset comme Fermob, on se prétend pas encore grands industriels, mais on n'est pas des artisans et on peut vous assurer que quand on est un peu plus grand, on peut continuer à être exigeant sur la qualité, sur la durabilité, etc. Et donc, on a tous été petits à un moment. Chez Max et chez Roset, c'était il y a plus de 100 ans. Moi, c'était moins vieux que ça. Hein, voilà. Donc, il y a cette possibilité, cette exigence. Moi, ça me rend optimiste. Je suis un optimiste démesuré, mais quand je vois, j'allais dire, l'intensité des réflexions qu'on a, quand je vois l'obligation qu'on a de plus en plus à travailler ensemble, vous avez cité les mots de coédition et tout, quand je vois finalement que de plus en plus les intelligences vont se marier, je parle pas de l'IA, je parle juste de l'intelligence des hommes et des contacts, ça me rend tout à fait optimiste pour une capacité exceptionnel en France, si vous permettez, French Design. Donc, je suis obligé de parler de la France. Dans le palmarès du FD100, 80% des objets ou projets honorés sont made in France. J'aime pas le terme made in France, mais sont de culture française, sont nés sur notre territoire et mettent en valeur des architectes qui, quelles que soient leurs origines, exercent leurs responsabilités pour partie en France. Et puis, vous avez dit une chose sur les liens entre architecture et fabricants. C'est vrai qu'on en est, la collaboration dès le début du projet est rarissime, on va pas se mentir. Bon, néanmoins, il y a quelques signes où des fois ça se produit, et je voulais quand même vous citer une fierté chez Fermob, je me permets. Nous, on a un architecte, un jeune architecte, qui se trouve en phase et signe ses projets toujours avec un de nos produits. Il a réalisé un immeuble d'habitation à Londres, Columbia à New York et la fondation Niarchos à Athènes. Il s'appelle Renzo Piano, donc c'est une vraie fierté pour nous. En tout cas, merci pour vos propos. Je suis un convaincu, un amoureux du Made in France, vraiment.
Et je rêve, effectivement, mais je crois on est tellement à rêver de retrouver une belle énergie, et il y a plein de choses formidables. Ce qui me fait mal au cœur souvent, c'est que ce qu'on vend, et c'est certainement pas Fermob en l'occurrence, quand on est dans les écoles, c'est souvent du design de mauvaise qualité, etc. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas dans tous ces trucs? Et je trouvais ça tellement formidable qu'on puisse y aller, parce qu'il y a un marché énorme en réalité. Il y a combien d'écoles en France? Alors d'accord, la natalité plutôt en baisse, mais enfin bon, on a le temps, hein. Je sais pas, ça serait formidable de travailler sur ces sujets-là. J'ai peut-être une bonne nouvelle parce que je participe au jury d'un incubateur qui s'appelle Eco-Impact. Et dans les projets sélectionnés, il y a du mobilier enfin, il y a une proposition de mobilier sur mesure pour les écoles. Bonsoir, merci déjà pour la présentation, c'est des très chouettes projets et ça me donne très envie. Je suis en reconversion à titre personnel et ça me conforte dans mon idée aussi de travailler pour des lieux publics, notamment scolaires. Et j'ai le sentiment que c'est le cas dans vos projets, mais je me demandais si dans les considérations qui étaient prises en compte dans l'aménagement des écoles, il y avait notamment l'occupation d'espace pour par les petites filles et par les petits garçons, et si c'était des choses qui étaient aujourd'hui dans les briefs des clients, comme il y a des gros enjeux aussi à ce niveau-là Enfin, vous, ce que vous proposez, ça a l'air très neutre dans l'utilisation. Et comme il y a de plus en plus de travaux qui sont faits là-dessus en recherche, je me demandais comment ça se retrouvait dans les réalisations. Alors, peut-être il y a un espace qui est vraiment... Force micro. Il y a un espace qui est où on essaye justement de changer un petit peu les choses sur les cours, notamment les cours de récréation. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, les cours Oasis, donc c'est venu de la mairie de Paris, et de faire en sorte que justement les cours ne soient plus genrés, avec une occupation qu'on a à peu près tous connue, je pense, avec une cour en bitume, Et le terrain un de terrain foot en foot plein au milieu, et voilà. et Donc c'est vrai 60 cm de circulation pour les petites filles. exactement, qui se prennent des coups, exactement, et les garçons les plus costauds. Et du coup, typiquement sur l'exemple de Tremblay et de Bondy, donc les deux écoles qu'on a livrées récemment, en fait, on a eu la possibilité avec la maîtrise d'ouvrage d'avoir un espace sportif déporté, ce qui fait que la cour de récréation a aussi une multitude d'usages. Donc c'est vrai que la question du mobilier, elle se retrouve dans la cour. On a des alcôves sous l'escalier à Tremblay, où on essaie de retrouver ces espaces et de multiplier les sous-espaces en fonction de son envie, de ses besoins, et de déporter la pratique sportive. Après, sur le reste, on n'a pas vraiment étudié cette question de genre, pas de genre. Je sais que sur les sanitaires, c'est un des sujets justement. Est-ce que les sanitaires sont mixtes, pas mixtes? En maternelle, ils sont mixtes, puis en élémentaire. Je sais qu'à Tremblay, à un moment, la ville avait voulu faire des sanitaires mixtes pour les élémentaires. Ouais, je sais qu'après, pour les parents aussi, il y a potentiellement, il y a des réactions qui peuvent être très compliquées. Exactement. Ouais. Et ça a été la limite, justement. À Tremblay, ils ont laissé les sanitaires séparés hommes et femmes. Mais voilà, c'est à peu près les seuls... c'est déjà pas mal sur la cour, parce que je pense que c'est un enjeu très fort, justement, d'appropriation par les garçons de l'espace. Là, on est plus sur des espaces intérieurs où finalement... l'adulte est aussi assez présent et il y a moins cette problématique d'usage, on va dire, dominant des garçons. Et en revanche, je pense que vous pouvez nous dire aussi ce qui est intéressant, mais qui va aussi dans ce sens-là, c'est que ce que vous proposez comme les alcôves, c'est aussi des espaces de temporisation où on peut, des lieux un peu refuge pour tous les élèves, aussi bien ceux qui sont en situation de handicap également, parce que c'est une question importante dans les écoles aujourd'hui. Je pense aussi effectivement que le fait dans une école comme celle-ci de proposer des sous-espaces, ça permet, parce que le problème de fond, c'est la grande cour d'un seul tenant, parce que voilà, il y a qu'un seul espace. Donc, il y a quelqu'un qui domine la situation. Voilà. S'il y a plein d'alcôves et plein d'endroits pour s'installer, on peut faire des groupes différents, etc. Moi, je sais que quand j'étais gamin, je souffrais de ça. Je détestais jouer au ballon parce que ça me cassait mes lunettes. Et du coup, j'étais toujours sur le côté. Et ça me plaisait, mais vraiment pas. Donc, c'était même pas qu'une question garçon-fille. C'est une question de domination, des trucs et de liberté du corps quoi. aussi. Ouais. Je suis retombée sur des photos de Robert Doisneau aujourd'hui. On voyait les gamins dans la rue qui s'allongent dans la rue, qui grimpent partout, et les enfants ont très clairement plus la même liberté dans la rue aujourd'hui. Et c'était reposté par une maman qui disait, mais en fait, moi, quand mes gamins sont libres dans la rue, je me fais réprimander par d'autres passants qui me disent, ah, mais ça va pas, ils vont tomber malades, machin. Enfin, tout le monde est un peu flippé maintenant. Et je trouve que ça répond aussi à ça avec l'idée de grimper, de descendre, d'avoir plusieurs niveaux, etc. Je trouve que
déjà pouvoir l'intégrer dans l'urbanisme d'une part, mais aussi dans les architectures internes, c'est très intéressant. Dans les Bien sûr. écoles, il y a aussi la question de alerte, attentat, sécurité. Oui, c'est ce que je disais aussi pour les normes de Et feu, ça, je sais que oui, évidemment, les questions qui peuvent évoluer sur les sécurités incendie, mais je sais que pour tout ce qui est justement se protéger des intrusions, vous avez aussi réfléchi à ces sujets-là qui sont liés en effet à l'aménagement des lieux. C'est vrai que maintenant, on se rend compte, quoi. Il y a on disait que les écoles en France étaient de plus en plus standardisées. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle notion qui est arrivée, qui est la notion sécuritaire. Donc voilà, il y a des raisons, hein. Il y a un contexte qui est pas facile. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mais c'est vrai qu'on en vient maintenant, et nous, on reçoit des programmes, parce qu'on participe à des concours à chaque fois pour candidate à des concours pour construire des écoles. Et on se rend compte que certains maîtres d'ouvrage, donc nous, on est quand même très tributaire d'une maîtrise d'ouvrage volontaire. À Tremblay, on a pu faire cette école aussi, de par notre volonté, nos recherches, mais une maîtrise d'ouvrage qui avait envie, qui n'avait pas peur de dire alors aux gens de la ville, aux parents, non, non, ça sera comme ça. Il y aura des transparences, il y aura des. Donc, il faut aussi une maîtrise d'ouvrage forte qui assume. Et c'est vrai qu'à l'inverse, malheureusement, on est encore confronté à des programmes où les maîtres mots sont sécurité, euh, l'invisibilisation des élèves. Et c'est vrai que c'est un des éléments, par contre, qui nous perturbe souvent. C'est que finalement, quand on se balade dans des pays du Nord, on a la possibilité de voir des enfants constamment dans la rue. Les cours d'école sont ouvertes. Et du coup, on voit l'enfant dans la ville. Et c'est vrai qu'en France, on entend, quand on passe notamment dans Paris, on entend les bruits des enfants, mais on les voit jamais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez perturbant. À Tremblay, par exemple, on a réussi à convaincre la maîtrise d'ouvrage d'avoir une grille, évidemment, une barrière. On reste en France, mais par contre transparente. C'est-à-dire que quand l'enfant est dans l'école, il voit l'extérieur. Quand l'adulte passe, le passant, il voit l'intérieur de l'école. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous, et on essaye justement de contourner, de comprendre la règle pour pouvoir apporter des ouvertures, des transparences, d'adapter. J'ai juste une dernière question, moi, plus sur la partie, je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que la réponse était au tout début, sur le projet en Sicile et sur l'utilisation des bétons. Est-ce que vous arrivez à utiliser des bétons qui sont biosourcés, différents, et si oui, même s'ils sont pas couverts par l'assurance, SATEC, etc., si vous arrivez à les mettre dans vos projets? En Sicile en particulier ou en dehors sur nos projets? Forcément, c'était l'exemple de la Sicile. Oui, en Sicile, clairement, parce qu'on a utilisé les agrégats locaux, donc cette matière, c'est ça, le puzzolane, donc cette pierre locale poreuse qui nous a aidé à obtenir cette couleur, cette texture. Et c'était une recherche, on a étudié plusieurs pierres. Toujours, d'ailleurs, la pierre, elle venait de quelle distance? On a été à 40. C'est ça, on était 50, quelque chose comme ça, donc on était vraiment à côté. Et c'est ce qui nous a permis de se déplacer, de rechercher la matière, de faire différents essais, et c'est ce qui était assez exceptionnel. On n'était pas contraint non plus, comme en France, à des avis techniques, des avis de chantier, donc on était bien plus, au bureau de contrôle, c'est ça, on était bien plus libre. Parce que l'échelle de projet le permettait, mais aussi parce que la réglementation le permettait. C'est une double peau en béton, donc on a une peau extérieure et une peau intérieure. Entre les deux, on a un isolant, et c'est ce qui permet d'avoir cette inertie. C'est la peau extérieure qui subit la chaleur et la peau intérieure qui est protégée. Et à l'inverse, en hiver, c'est ce qui permet de garder la chaleur à l'intérieur de bâtiments sans avoir une ventilation mécanique d'ailleurs, parce que c'est un bâtiment qui est climatisé par un puits canadien. Donc il n'y a pas de système mécanique, c'est un balayage naturel de l'air. On prend l'air de l'extérieur, il passe sous la terre, il est refroidi et réinjecté dans la maison. Et le tout fonctionne très bien malgré les températures extrêmes en Sicile. Intéressant sur le béton aussi, c'est que en Sicile, il n'y avait pas de bureau de contrôle, comme tu l'as dit. En France, on travaille nous aussi, donc on a des très bons partenaires, structures, bâtisseurs, voilà, des bureaux d'études qui nous, c'est des questions qui nous portent et qui nous intéressent beaucoup. Et typiquement à Pontoise, c'est un projet de gymnase qu'on a remporté l'année dernière. Il y avait un mur d'enceinte en pierre existant, c'est une ancienne caserne, et du coup, on travaille avec le bureau d'études actuellement à intégrer cette pierre en morceaux pour l'intégrer dans le béton structurel, et on va y arriver, mais c'est très 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 compliqué. Tu vois, c'est que là c'était une maîtrise d'ouvrage privée à Noto, il n'y avait pas cette contrainte, donc on peut le faire à Pontoise. Voilà, le bureau de contrôle nous demande jusqu'à aujourd'hui des avis de chantier, donc ça coûte forcément un peu plus cher. La maîtrise d'ouvrage est un peu peur parce que forcément c'est des choses qui sont pas habituelles, donc c'est une question qui est très intéressante, qu'on a vraiment envie de développer. Et c'est vrai que pour avoir aussi cet effet, le béton, il y a un côté alors là, négatif parce qu'il y a plein de très mauvaises choses dans le béton. Comment essayer de retrouver quand même, il y a un effet de matière, il y a un effet de masse, d'inertie qui est intéressant dans le béton, et on voudrait travailler justement à faire des bétons plus vertueux. Mais c'est dur.
Écoutez, merci à tous pour ce dialogue.